Origine des Ottomans. Les origines de l'Empire ottoman remontent à la fin du XIIIe siècle, dans la région nord-ouest de l'Anatolie, aujourd'hui en Turquie. La première mention documentée de la dynastie qui allait donner naissance à l'Empire ottoman apparaît vers 1300, dans un contexte marqué par l'affaiblissement du sultanat seldjoukide de Roum et la fragmentation politique de l'Anatolie. Suite à l'invasion mongole du XIIIe siècle, l'État seldjoukide fut divisé, permettant à divers chefs locaux, appelés beys, d'établir des principautés autonomes. L'un de ces beyliks était dirigé par Osman Mier, fondateur éponyme de la dynastie ottomane. Osman appartenait à la branche Kayi des Turcs Oghuz, une confédération tribale originaire d'Asie centrale. Bien que les détails généalogiques concernant Osman soient limités et souvent complétés par les chroniqueurs ottomans ultérieurs, il est connu pour avoir acquis une certaine notoriété dans la région frontalière avec l'Empire byzantin. Son règne débuta vers 1299, date traditionnellement considérée comme l'année de la fondation de l'État ottoman. Cette région était marquée par un conflit constant entre les territoires chrétiens byzantins et les principautés turques musulmanes, dans une situation connue sous le nom de frontière de Gazi. Le terme Gazi, signifiant « guerrier de la foi », était étroitement associé à Osman et à ses successeurs. Bien que ce terme évoque une ferveur religieuse, il avait en pratique des connotations à la fois politiques et territoriales. Les Ottomans se sont d'abord développés par le biais d'engagements militaires de petite envergure et d'alliances stratégiques, intégrant progressivement les territoires voisins sous leur contrôle. Contrairement aux empires plus centralisés, les premiers Ottomans s'appuyaient sur la loyauté des chefs tribaux et des personnalités locales, grâce à une structure administrative informelle et adaptable. Cette approche pragmatique a facilité l'inclusion de populations et de pratiques culturelles diverses, permettant une accumulation territoriale sans nécessité de conquête massive dans sa phase initiale. Au fur et à mesure de leur expansion, les Ottomans ont adopté des éléments administratifs, militaires et culturels des Seldjoukides, des Byzantins et d'autres États voisins. Cette capacité de synthèse a été un élément clé de l'évolution de l'Empire ottoman. Osman fut remplacé par son fils Orhan, sous le règne duquel les Ottomans s'emparèrent de Bursa en 1326. Cette conquête marqua une étape importante, la transition d'une principauté frontalière vers une entité politique plus consolidée. Bursa devint un centre administratif et un symbole de pérennité. Au fil du temps, les Ottomans passèrent d'une confédération tribale à une monarchie dynastique, consolidant leur autorité et développant leur appareil d'État. L'inclusion de divers groupes ethniques et religieux dans l'administration ottomane contribua à une relative stabilité et efficacité. De plus, l'affaiblissement progressif de l'Empire byzantin, en proie à des conflits internes et à des pertes territoriales, favorisa l'avancée ottomane en Anatolie occidentale, puis dans les Balkans. Au milieu du XIVe siècle, les Ottomans avaient pénétré en Europe et établi une présence dans les Balkans. Cette expansion fut rendue possible par des campagnes militaires, des mariages diplomatiques et l'intégration des élites locales dans l'administration. Bien qu'ils ne disposaient pas de capital fixe ni de bureaucratie officielle, les Ottomans parvinrent à une cohésion grâce à la succession dynastique et à la loyauté militaire. Au fil du temps, la création d'une armée permanente, comprenant des unités telles que les janissaires, des soldats esclaves hautement entraînés, allait renforcer encore le pouvoir ottoman, bien que cela se soit produit après la phase initiale. Le récit des origines ottomanes se caractérise par une expansion progressive, une gouvernance souple et une stratégie adaptative, plutôt que par des conquêtes soudaines ou des idéologies strictes. Bien que les sources ottomanes ultérieures tendent à enjoliver cette histoire de connotation héroïque, l'historiographie moderne souligne le caractère pragmatique et contingent du développement initial de l'État ottoman. Dans un contexte de fragmentation post-seldjoukide, l'émergence ottomane résultait de sa capacité à s'adapter, à s'intégrer et à se développer, passant d'un petit beylik à une puissance émergente en Europe, en Asie et en Afrique. Osman Ier. La naissance d'un empire. Osman Yer fut le fondateur de l'Empire ottoman et le chef des Turcs ottomans à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Il naquit vers 1258 dans la ville de Söğüt, située dans l'actuel nord-ouest de la Turquie, alors région frontalière du sultanat seldjoukide de Roum, alors en déclin. Osman était le fils d'Ertuğrul, chef tribal de la branche Kayi des Turcs Oghuz, qui avait établi une modeste principauté à la lisière du territoire byzantin. Après la mort de son père vers 1281, Osman devint le chef de la tribu et commença à étendre son influence aux régions environnantes. La situation politique en Anatolie à cette époque était fragmentée, divers beyliks turcs se disputant le contrôle face à l'affaiblissement de l'autorité des Seldjoukides et des Byzantins. Osman tira parti de cette instabilité et assura progressivement sa domination sur les territoires voisins par une combinaison d'actions militaires et d'alliances stratégiques. Ses premières campagnes se concentrèrent sur de petites forteresses et colonies byzantines,
notamment dans la région de Bithynie, vulnérable aux raids en raison de conflits internes et d'un soutien impérial limité. On pense que vers 1299, Osman déclara son indépendance du sultanat seldjoukide, date qui marque traditionnellement la fondation de l'État ottoman. Bien que modeste en taille et en ressources, la principauté d'Osman commença à attirer des guerriers et des colons en quête d'opportunités à la frontière, ce qui renforça sa puissance militaire et sa légitimité politique. L'une des premières batailles documentées auxquelles Osman participa eut lieu à Bapheus en 1302, où ses forces vainquirent une armée byzantine. Cette victoire renforça considérablement sa réputation et marqua un tournant dans la croissance constante du pouvoir ottoman. Le leadership d'Osman se caractérisa par un gouvernement pragmatique et une volonté de consolidation territoriale. Sa structure administrative resta simple, s'appuyant sur les traditions tribales et la loyauté pour maintenir l'ordre. Les érudits religieux et les chefs soufis contribuèrent également à légitimer son règne, facilitant l'intégration des populations nouvellement conquises. Au cours des décennies suivantes, le règne d'Osman continua de s'étendre aux dépens des Byzantins, dont la capacité défensive dans la région continuait de se détériorer. À mesure que son autorité s'accroissait, Osman accorda des terres à ses partisans selon le système du timar, qui liait le service militaire à la propriété foncière et posait les bases de l'administration ottomane ultérieure. Il entreprit également l'intégration des populations non turques, dont les chrétiens dans l'État en pleine expansion, contribuant ainsi à une structure sociale diversifiée et flexible. Malgré les limites des sources contemporaines, il est généralement admis qu'Osman régna jusqu'en 1323 ou 1324 environ, bien que certains récits situent sa mort en 1326. À cette époque, son fils Orhan avait pris le contrôle des opérations et conquis l'importante ville de Bursa, qui devint la première capitale ottomane d'importance. La transition du pouvoir d'Osman à Orhan se déroula sans conflit majeur, suggérant une succession stable et une base solide pour une expansion future. L'héritage d'Osman fut préservé par la tradition orale et les premières chroniques ottomanes, qui le présentèrent comme un dirigeant juste et pieux. Le titre ottoman dérive de la forme arabe de son nom, Uthman. Bien que les premières années de l'État ottoman restent en partie méconnues en raison du manque de documents détaillés, Osmanier est reconnu comme l'initiateur d'un système politique qui allait se développer en un vaste empire couvrant 3 continents au cours des 6 siècles suivants. Son leadership, à une époque de fragmentation politique, permit la formation d'une nouvelle entité politique combinant influences turques, islamiques et byzantines. La progressivité de ses conquêtes, son recours aux alliances locales et sa capacité d'adaptation aux circonstances changeantes permirent la survie et le développement de son État naissant. Si l'étendue de son règne reste un sujet de débat historique, son rôle de fondateur de la dynastie ottomane est incontesté. L'empire qu'il fonda perdura jusqu'au début du XXe siècle, mais ses origines remontent à sa modeste principauté à la frontière anatolienne. Orhan Gazi et les débuts de l'expansion. Orhan Gazi, le deuxième souverain de la dynastie ottomane, succéda à son père Osman Ier vers 1324, bien que certaines sources situent la transition en 1326. Son règne marqua l'expansion initiale de l'État ottoman, qui évolua d'une petite principauté frontalière vers une entité plus structurée avec une plus grande importance territoriale. L'une des premières réalisations majeures sous son règne fut la prise de Bursa en 1326. Cette ville, située au nord-ouest de l'Anatolie, devint la première capitale royale de l'État ottoman et un centre stratégique et administratif. Cette conquête permit le développement d'un gouvernement plus organisé, avec notamment la mise en place des premières institutions qui allaient donner naissance au système bureaucratique ottoman. Orhan concentra ses efforts sur la consolidation des acquis de son père et son expansion sur les territoires byzantins. Durant cette période, l'Empire byzantin souffrait d'instabilité interne et de faiblesse militaire, ce qui offrait des opportunités d'expansion. Les forces ottomanes s'emparèrent de plusieurs villes clés du nord-ouest de l'Anatolie, dont Iznik, Nicée et Izmit, Nicomédie, importantes pour leur valeur stratégique et symbolique en tant qu'anciens centres urbains byzantins. Ces conquêtes démontrèrent la capacité des Ottomans à gérer les populations urbaines et consolidèrent leur présence dans la région. Orhan introduisit des réformes administratives pour renforcer l'autorité centrale. Parmi ces changements, la création d'une armée permanente rudimentaire avec la fondation des corps Yahya et Musselem, premiers exemples de forces militaires organisées sous contrôle ottoman. Ces unités jouèrent un rôle essentiel dans les campagnes ultérieures. Il commença également à émettre des pièces à son nom, symbole de souveraineté et étape vers une entité étatique plus formelle. Sa politique expansionniste fut graduelle et pragmatique, combinant guerre, alliances matrimoniales et accords diplomatiques. Son mariage avec Théodora, fille de l'empereur byzantin Jean XVI Cantacuzène,
dans les années 1340, en est un exemple. Cette alliance temporaire entre Ottomans et Byzantins reflétait une approche stratégique des relations extérieures. Sous son règne, les forces ottomanes commencèrent à pénétrer en Europe pour la première fois. En 1354, à la suite d'un tremblement de terre qui endommagea les défenses de Gallipoli, les troupes ottomanes occupèrent la ville presque sans résistance. Cette occupation marqua le début d'une présence ottomane permanente dans les Balkans. La situation géographique de Gallipoli permettait le passage continu de troupes et de ressources à travers les Dardanelles et constituait une base essentielle pour les futures campagnes en Europe du Sud-Est. Orhan délégua une autorité considérable à son fils, Soliman Pacha, qui joua un rôle clé dans l'organisation et la direction des expéditions militaires dans les Balkans. Sous Orhan, l'État ottoman commença à présenter les caractéristiques d'un empire émergent, doté d'une administration centralisée, d'unités militaires bien organisées et de politiques conçues pour gérer une population diversifiée et croissante. Le recours aux structures juridiques islamiques s'est accru sous leur règne, mais les Ottomans ont également intégré les communautés sociales et religieuses existantes, comme les chrétiens, à leur territoire. Leur gouvernement se distinguait par sa flexibilité et sa priorité accordée au contrôle pratique plutôt qu'à l'imposition idéologique. Orhan régna jusqu'à sa mort vers 1362. À la fin de son règne, l'État ottoman avait considérablement grandi en taille et en puissance, jetant les bases d'une expansion encore plus grande sous ses successeurs. Ces réalisations contribuèrent à transformer le système politique ottoman, passant d'une principauté marginale à une puissance régionale croissante, tant en Anatolie qu'en Europe. Son approche prudente de l'expansion, son souci d'administration et ses premières réformes militaires jetèrent des bases solides pour l'essor futur de l'Empire ottoman. Sa mort marqua la fin d'une époque fondatrice et inaugura une période de conquête plus agressive sous la direction de son fils, Mourad Ier. Murad Ier et l'avancée des Balkans. Mourad Ier devint souverain de l'État ottoman après la mort de son père Orhan vers 1362. Son règne marqua une période d'expansion territoriale significative, notamment dans les Balkans. Mourad poursuivit les politiques initiées par ses prédécesseurs et se concentra sur la consolidation de son contrôle dans le nord-ouest de l'Anatolie, tout en accordant une attention accrue aux territoires européens situés de l'autre côté des Dardanelles. Au début de son règne, Mourad déplaça la capitale ottomane de Bursa à Edirne, anciennement connue sous le nom d'Andrinople, prise vers 1369. Ce déplacement stratégique reflétait l'importance croissante des Balkans pour la politique ottomane et servit de base avancée pour les opérations militaires en Europe du Sud-Est. La conquête d'Edirne renforça la présence ottomane en Thrace et offrit une position centrale permettant de lancer de nouvelles avancées. L'expansion de Mourad dans les Balkans fut facilitée par la fragmentation politique et la faiblesse militaire des puissances locales. La région était divisée entre plusieurs principautés et royaumes, dont les Serbes, les Bulgares et les vestiges de l'Empire byzantin, dont beaucoup étaient empêtrés dans des conflits internes ou des différends externes. Mourad capitalisa sur ces divisions en combinant campagnes militaires, accords de vassalité et accords négociés. Le recours à la vassalité devint un élément clé de la politique ottomane durant cette période, permettant aux dirigeants locaux de conserver une autorité nominale tout en reconnaissant la suprématie ottomane et en fournissant un soutien militaire si nécessaire. L'un des engagements militaires les plus marquants du règne de Mourad eut lieu à la bataille de Maritsa en 1371. Lors de ce conflit, une force ottomane dirigée par ses commandants vainquit une coalition de troupes serbes et bulgares. La victoire de Maritsa affaiblit considérablement la résistance serbe et ouvrit une grande partie des Balkans centraux à une influence ottomane accrue. Au cours des années suivantes, les forces de Mourad poursuivirent leur progression dans la région, incorporant de nouveaux territoires et réduisant l'autonomie des dirigeants existants. La présence ottomane croissante exacerba les tensions avec les autres puissances régionales et exigea des opérations militaires plus soutenues. Mourad mit également en œuvre des réformes administratives et militaires qui améliorèrent la capacité de l'État à une expansion soutenue. Parmi les plus importantes figurait le développement du corps des janissaires, une force d'infanterie permanente composée de jeunes convertis au christianisme, issus du système d'Evshirm. Ces troupes, entraînées et éduquées sous la supervision de l'État, devinrent un élément central de la puissance militaire ottomane. La création d'une structure militaire plus professionnelle contribua au succès des campagnes de Mourad et permit un contrôle plus efficace des régions nouvellement conquises. En 1389, les forces de Mourad participèrent à la bataille du Kosovo contre une coalition de forces balkaniques dirigée par le prince serbe Lazar. La bataille fit de lourdes pertes des deux côtés et, bien que l'issue fût peu concluante d'un point de vue purement tactique, elle affaiblit davantage la résistance balkanique et renforça la domination ottomane dans la région. Mourad mourut pendant ou peu après la bataille,
dans des circonstances qui restent sujettes à débat historique. Sa mort marqua la fin d'un règne crucial, au cours duquel l'État ottoman passa du statut de puissance régionale anatolienne à celui de puissance dominante dans les Balkans. À la mort de Mourad Ier, les Ottomans avaient établi une présence significative en Europe du Sud-Est, conquis des postes militaires et administratifs clés et posé les bases de futures conquêtes. Ces politiques d'expansion stratégique, de réformes militaires et de gouvernement flexible permirent la consolidation de territoires diversifiés sous un gouvernement centralisé. Le déplacement de la capitale, l'institutionnalisation des janissaires et le recours systématique à la vassalité témoignaient d'une structure étatique en pleine maturité, capable de soutenir une expansion à long terme. Le règne de Mourad Ier marqua une étape cruciale dans la formation de l'Empire ottoman en tant que puissance transcontinentale, et ses actions influencèrent significativement l'orientation et la nature de son développement futur. Son successeur, Bayezid Ier, hérita d'un État en pleine croissance et de plus en plus complexe, qui avait déjà démontré sa capacité de réussite militaire et d'adaptation politique, tant en Anatolie qu'en Europe. Bayezid Ier et la Cambre ottomana. Bayezid Ier monta sur le trône ottoman en 1389 après la mort de son père, Mourad Ier, lors de la bataille du Kosovo. Son règne marqua une période d'expansion territoriale rapide, de centralisation politique et d'ambition militaire, portant l'Empire ottoman à son plus haut niveau de contrôle et d'influence jusqu'alors. Grâce à une transition au pouvoir sans conflit interne majeur, Bayezid put se concentrer sur le renforcement de l'autorité impériale et l'expansion de ses domaines. L'une de ses premières mesures fut de soumettre plus fermement les États vassaux des Balkans, comme la Serbie et la Bulgarie, en réduisant leur autonomie et en les intégrant plus étroitement à la structure administrative ottomane. Il exigea loyauté et tribut direct, consolidant ainsi l'hégémonie ottomane dans la région. Parallèlement, en Anatolie, il lança des campagnes militaires pour soumettre les beyliks turcs réapparus après la chute du sultanat seldjoukide, dans le but d'unifier l'Anatolie sous contrôle ottoman. Ces conquêtes en Anatolie occidentale et centrale étendirent la domination ottomane jusqu'aux frontières orientales et renforcèrent le contrôle central. Bayezid s'autoproclama sultan, renforçant ainsi la légitimité religieuse et islamique de son gouvernement. Il mit en œuvre des réformes centralisatrices et consolida des institutions clés telles que le heur, par lequel des terres étaient concédées en échange du service militaire. De plus, elle renforçait le corps des janissaires en tant que force professionnelle permanente et officialisait l'utilisation des systèmes d'Evshirm, qui recrutaient de jeunes chrétiens des Balkans pour rejoindre l'armée et l'administration impériale. À la fin des années 1390, Bayezid dut faire face à des défis croissants. Il affronta le royaume de Hongrie et d'autres puissances européennes, dont le point culminant fut la bataille de Nicopolis en 1396. Ce fut l'une des croisades les plus importantes de l'époque, qui se solda par une victoire écrasante des Ottomans. La défaite des croisés consolida le contrôle de Bayezid sur les Balkans et éleva son prestige en tant que figure dominante en Europe du Sud-Est. Cependant, son expansion rapide et sa politique centralisatrice suscitèrent une certaine résistance. Certains beyliks anatoliens tentèrent de reconquérir leur indépendance, ce qui créa des tensions politiques internes. À l'est, la menace la plus importante provenait de Tamerlan, un puissant conquérant d'Asie centrale qui aspirait également à contrôler l'Anatolie. Le conflit entre les deux dirigeants s'intensifia et, en 1402, ils s'affrontèrent à la bataille d'Ankara. La défaite ottomane fut dévastatrice. Bayezid fut capturé et mourut en captivité l'année suivante. La défaite d'Ankara a déclenché une grave crise interne connue sous le nom de interrègne ottomane, 1400-1413. Face à l'effondrement de l'autorité centrale, les fils de Bayezid, Soliman, Isa, Moussa et Mehmed, se lancèrent dans une guerre civile pour le contrôle de l'Empire. Chacun gouverna des régions distinctes, soutenues par des forces locales, ce qui affaiblit la cohésion administrative et militaire de l'Empire. Durant cette période, d'anciens vassaux et des beyliks rivaux tentèrent de recouvrer leur autonomie et les puissances européennes profitèrent de la fragmentation. Malgré le chaos, de nombreuses institutions établies sous Bayezid ont perduré. Les structures administratives et militaires, bien qu'affaiblies, ont continué à fonctionner. Finalement, Mehmed Oyer est sorti victorieux en 1413, rétablissant l'autorité centrale et amorçant le processus de réunification de l'Empire. Les réformes continuent et les structures créées par Bayezid ont facilité ce redressement. Le règne de Bayezid Ier marqua l'apogée du pouvoir ottoman avant le XVe siècle. Son héritage comprend l'expansion territoriale en Anatolie et dans les Balkans, la centralisation du gouvernement, la professionnalisation de l'armée et le renforcement de l'identité impériale. Bien que son règne ait pris fin brutalement avec la défaite d'Ankara,
Il a jeté les bases de la restauration et de la consolidation de l'Empire sous ses successeurs. Bayezid est resté dans les mémoires non seulement pour ses prouesses militaires et son ambition territoriale, mais aussi pour son rôle clé dans la construction de l'appareil d'État ottoman. L'interrègne ottoman. L'interrègne ottomancé fut une période de fragmentation politique et de conflits dynastiques qui dura de 1402 à 1413, suite à la défaite et à la capture du sultan Bayezid Ier par Tamerlan à la bataille d'Ankara. L'effondrement de l'autorité centrale créa un vide de pouvoir au sein de l'Empire, déclenchant une guerre civile entre les fils survivants de Bayezid. Ses fils, Soliman, Issa, Moussa et Mehmed, aspirèrent tous à la direction des vestiges de l'Empire, se partageant les territoires d'Anatolie et des Balkans. L'absence de mécanisme de succession clair contribua à la prolongation du conflit. Chacun régnait indépendamment sur différentes régions, participant à des campagnes militaires contre ses frères pour imposer son pouvoir. Soliman contrôlait les territoires européens depuis Edirne, tandis qu'Issa tentait de prendre pied en Anatolie occidentale, notamment autour de Bursa. Moussa s'imposa ensuite comme le rival de Soliman dans les Balkans. Mehmed, originaire d'Amasya, en Anatolie du Nord, accroît progressivement son influence, consolidant son pouvoir en Anatolie centrale et éliminant ses frères un à un. Le conflit affaiblit la cohésion du système administratif ottoman, même si certains éléments, comme le système des Timars et les janissaires, continuèrent d'opérer sous l'autorité des autorités locales. Durant cette période, des acteurs internes et externes profitèrent de l'instabilité. Les anciens beyliks anatoliens, soumis par Bayezid Ier, réaffirmèrent leur indépendance, regagnant territoire et pouvoir. Dans les Balkans, les principautés chrétiennes et d'autres puissances formèrent des alliances temporaires ou récupérèrent des territoires perdus. L'Empire byzantin connut également un soulagement temporaire face à la pression ottomane. Malgré le chaos, certains aspects du gouvernement restèrent du ressort de chaque fils. Ils frappaient la monnaie, nommaient les fonctionnaires et maintenaient les structures judiciaires, tentant de projeter leur légitimité en tant que dirigeants centralisés. La guerre civile fut marquée par des alliances changeantes et des affrontements militaires incessants. En 1406, Mehmed vainquit Isa près de Bursa, s'emparant de l'Anatolie occidentale et éliminant son principal rival. Il renforça ensuite son administration et étendit son contrôle vers la côte égéenne. Soliman maintint son autorité en Europe pendant plusieurs années, obtenant une paix temporaire avec les puissances chrétiennes. Cependant, en 1410, Moussa traversa l'Anatolie pour se rendre en Europe et lança une campagne contre Soliman. Après une série de batailles, Moussa le vainquit et le tua en 1411, prenant le contrôle d'Edirne. Son règne devint plus hostile envers ses voisins chrétiens, ce qui entraîna des tensions militaires aux frontières. Sa politique autoritaire lui aliéna plusieurs alliés et provoqua des défections. En 1413, Mehmed traversa l'Europe avec le soutien des forces serbes et d'autres alliés des Balkans. La même année, il vainquit Moussa près de Samokov. Moussa fut tué et Mehmed se proclama seul souverain, mettant fin à l'interrègne. Après avoir consolidé son pouvoir, Mehmed II entreprit la réunification et la restauration de l'État. Il réaffirma l'autorité centrale, réprima les dissensions internes et rétablit les relations diplomatiques. Son règne apporta la stabilité après une décennie de chaos. Les structures militaires et administratives développées au cours des périodes antérieures furent rétablies et développées. Bien que l'interrègne interrompit temporairement l'expansion et le contrôle centralisé, il ne porta pas atteinte de manière permanente au cœur institutionnel de l'État ottoman. La résilience de l'armée, la souplesse des pratiques administratives et la légitimité dynastique permirent à l'Empire de se redresser. Le succès de Mehmed II dans le rétablissement de l'ordre démontra la capacité du système ottoman à résister à de graves crises et à se reconstruire après une fragmentation. L'interrègne ottoman, c'est un exemple de la façon dont les conflits dynastiques peuvent menacer la continuité d'un État, mais cela démontre aussi comment les empires prémodernes pouvaient survivre grâce à des structures fondamentales solides et à un leadership pragmatique. Cette période s'est achevée par la réunification de l'État sous Mehmed II, jetant les bases de son expansion et de sa consolidation sous ses successeurs. Mehmed II et la Restauration, Mehmed II prit le contrôle de l'État ottoman en 1413. À la fin de l'interrègne ottoman, une période de conflit dynastique qui dura plus d'une décennie après la défaite et la capture de son père, Bayezid Ier, à la bataille d'Ankara en 1402, devenu le seul fils et souverain survivant de Bayezid, Mehmed s'attacha à restaurer l'unité politique, la continuité administrative et la stabilité militaire dans l'empire fragmenté. Son règne fut principalement marqué par des efforts pour rétablir l'autorité centralisée en Anatolie et dans les Balkans, où les puissances régionales avaient proclamé leur autonomie ou formé des alliances rivales pendant la guerre civile. Mehmed gouvernait depuis Edirne,
centre administratif de la partie européenne de l'Empire, et se consacra à la consolidation des provinces européennes et anatoliennes sous son contrôle direct. Il réaffirma son autorité sur les anciens vassaux, soumit les belliques rebelles en Anatolie et rétablit la cohérence dans la collecte des impôts et les structures gouvernementales. Bien que les campagnes militaires aient été limitées durant son règne, elles visaient à lutter contre les menaces internes et la protection des frontières plutôt qu'à étendre le pouvoir. Mehmed adopta une approche prudente et pragmatique de la gouvernance, privilégiant la stabilité politique à la conquête militaire. Il entretint des relations diplomatiques avec les États chrétiens d'Europe du Sud-Est et chercha à éviter toute confrontation directe avec les grandes puissances régionales. Le rétablissement de l'administration centralisée impliqua la restauration d'institutions telles que le système du Timar, qui attribuait des revenus territoriaux en échange du service militaire, et le maintien du corps des janissaires et d'autres unités militaires. Mehmed s'efforça également de rétablir la confiance avec les dirigeants provinciaux et les membres de l'élite dirigeante qui avaient changé de camp pendant l'interrègne. Les systèmes judiciaires et financiers furent normalisés afin de réduire la corruption locale et de promouvoir l'efficacité administrative. Les érudits religieux et les autorités judiciaires furent réintégrés dans les fonctions de l'État afin d'affirmer la légitimité du sultan et de justifier moralement son règne. La capacité de Mehmed à instaurer une cohésion politique fut facilitée par l'absence de rivaux internes sérieux après sa victoire sur son frère Moussa en 1413. Cependant, son règne ne fut pas exempt d'opposition. De petites révoltes et troubles éclatèrent occasionnellement, notamment dans les régions où l'autorité du gouvernement central avait été la plus faible durant l'interrègne. Ces révoltes furent généralement réglées par une action militaire limitée et la reconduction de gouverneurs fidèles. La politique de Mehmed reflétait une volonté claire d'empêcher la résurgence de la guerre civile en favorisant l'harmonie interne et en maintenant un équilibre entre les intérêts concurrents au sein de l'Empire. Son règne fut également marqué par le recours continu au système de Devshirm, qui fournissait des janissaires et d'autres personnels administratifs, contribuant ainsi à stabiliser et à professionnaliser les branches bureaucratiques et militaires de l'État. Bien que n'ayant pas été une période de gains territoriaux significatifs, le règne de Mehmed fut essentiel à la préservation de l'intégrité de l'État ottoman après l'une de ses périodes les plus fragiles. Son approche offrit un modèle de gouvernance prudente et de réparation institutionnelle qui permit à l'Empire de perdurer. Sur le plan culturel et religieux, Mehmed soutint la construction et l'entretien de mosquées, d'écoles religieuses et d'institutions caritatives, bien que ces initiatives soient limitées par rapport à celles des sultans ultérieurs. Son rôle de restaurateur plutôt que de conquérant définissait l'héritage de son règne. Il mourut en 1421 et son fils, Mourad II, lui succéda dans des conditions de succession relativement stables. La transition fut ordonnée et reflétait le succès des efforts de Mehmed pour restaurer la légitimité dynastique et l'ordre administratif. Son règne gara les fondements du gouvernement ottoman, de l'organisation militaire et de l'idéologie impériale intacte après une crise majeure. L'État qu'il légua à son successeur était unifié, stable et capable d'une nouvelle expansion. Le règne de Mehmed Yer pendant la Restauration représente une phase critique de l'histoire ottomane, où la survie et la consolidation institutionnelle prirent le pas sur la conquête et l'ambition. Son règne prudent et mesuré permit à l'Empire non seulement de résister, mais aussi de se relever complètement de l'une de ses crises les plus graves, Murad II et la domination des Balkans. Mourad II devint souverain de l'Empire ottoman en 1420 et un après la mort de son père, Mehmed Reyer. Dès son accession au trône, son autorité fut immédiatement remise en question, notamment par des troubles internes et des menaces extérieures. Un prétendant connu sous le nom de Mustapha s'empara du trône avec le soutien de l'Empire byzantin, ce qui poussa Mourad à engager une action militaire. Après avoir vaincu Mustapha et rétabli le contrôle, Mourad se consacra à la sécurisation des frontières de l'Empire et à l'expansion de l'influence ottomane dans les Balkans. Son règne fut marqué par une série de campagnes militaires visant à consolider son emprise sur l'Europe du Sud-Est. Le paysage politique des Balkans durant cette période resta fragmenté, plusieurs principautés et royaumes chrétiens tentant de résister ou de retarder l'avancée ottomane. Mourad fut impliqué dans des conflits répétés avec le royaume de Hongrie, les principautés serbes et d'autres acteurs régionaux. Il s'empara d'importantes forteresses et réaffirma la souveraineté ottomane sur les États vassaux. Ces efforts renforcèrent la position de l'Empire et étendirent son influence sur les territoires européens. Un engagement important eut lieu en 1444 lors de la bataille de Varna, où les forces de Mourad vainquirent une coalition d'armées chrétiennes, comprenant des troupes polonaises et hongroises dirigées par le roi Ladislas III. Cette bataille faisait suite à une trêve antérieure, connue sous le nom de paix de Szeged, violée par les chrétiens. Mourad avait brièvement abdiqué le trône en faveur de son fils Mehmed II avant le conflit,
mais il reprit le commandement de l'armée en personne. Sa victoire à Varna réaffirma la supériorité militaire ottomane dans la région et découragea temporairement la formation de nouvelles coalitions de grande envergure. Outre la bataille de Varna, Mourad participa à d'autres campagnes militaires notables, notamment en Albanie et contre les forces du général hongrois Jan Hunyadi. Un autre engagement majeur eut lieu en 1448 lors de la deuxième bataille du Kosovo, où Mourad vainquit à nouveau une coalition de forces chrétiennes. Ces victoires consolidèrent la domination ottomane sur une grande partie des Balkans centraux et méridionaux, y compris sur des territoires de l'actuelle Serbie, de la Bulgarie et de certaines parties de la Grèce. Durant son règne, Mourad s'occupa également des affaires intérieures, préservant l'ordre interne et renforçant la structure administrative de l'État. Il continua d'utiliser le système du Timar pour gérer les terres et les obligations du service militaire et soutint le système du Devshirme pour doter en personnel le corps des janissaires et l'administration civile. Son gouvernement reposait sur un équilibre entre autorité centrale et autonomie régionale, sous la supervision de fonctionnaires loyaux. Les institutions religieuses et juridiques bénéficièrent du soutien de l'État et Mourad parraina des projets de construction, notamment des mosquées, des écoles et des fondations caritatives. Ces avancées contribuèrent à la consolidation de l'identité ottomane et des fonctions de l'État dans une période de complexité territoriale croissante. Le règne de Mourad fut également marqué par une brève seconde abdication en 1444, lorsqu'il céda à nouveau le trône à Mehmed II, encore adolescent. Face à l'inexpérience apparente du jeune sultan et aux menaces militaires croissantes, Mourad reprit le trône en 1446 et continua de régner jusqu'à sa mort en 1451. Son retour stabilisa la situation politique et assura la continuité de son leadership politique et militaire. Les dernières années du règne de Mourad furent relativement stables, avec une diminution des conflits extérieurs et une cohérence administrative continue. À sa mort, il laissa l'empire unifié et prêt pour une nouvelle expansion sous Mehmed II. Le règne de Mourad II marqua une phase de consolidation militaire qui renforça le contrôle ottoman sur les Balkans. Son leadership lors de batailles clés et son rôle dans la gestion des structures internes de l'Empire renforcèrent la puissance du sultanat et posèrent les bases de futures conquêtes. La stabilité qu'il maintint et la domination qu'il conquit en Europe du Sud-Est permirent à l'État ottoman de poursuivre son évolution vers une puissance centrale dans les contextes géopolitiques européens et islamiques. Son héritage se caractérise par la défense et l'expansion réussie de l'Empire, le renforcement des systèmes militaires et administratifs et la préservation de la continuité dynastique durant une période cruciale de l'histoire ottomane. Mehmed II, le Conquérant et la chute de Constantinople. Mehmed II, également connu sous le nom de Mehmed le Conquérant, devint souverain de l'Empire ottoman pour la deuxième fois en 1451, après la mort de son père, Mourad II. Son premier règne, bref entre 1444 et 1446, fut écourté lorsque son père reprit le pouvoir pour gérer les menaces militaires et politiques. Après son retour sur le trône, Mehmed se concentra sur le renforcement de l'autorité centrale de l'État, l'amélioration du cadre administratif et la préparation d'une campagne décisive contre Constantinople, la capitale byzantine. La ville, capitale de l'Empire byzantin depuis plus d'un millénaire, demeura une forteresse symbolique et stratégique. Bien qu'encerclée de territoires ottomanes, elle n'était pas encore sous contrôle ottoman. Mehmed considérait sa prise comme nécessaire à la consolidation du pouvoir impérial et à l'unification géographique des domaines ottomans en Europe et en Asie. Il commença les préparatifs en construisant la forteresse de Rumeli-Hisari sur la rive européenne du détroit du Bosphore en 1452, juste en face de l'ancienne forteresse d'Anadolu-Hisari sur la rive asiatique. Cette mesure permit de contrôler le trafic maritime et de couper l'aide à Constantinople via la mer Noire. Mehmed réforma également l'armée, augmenta la production d'artillerie et rassembla une importante force comprenant infanterie, cavalerie, ingénieurs de siège et soutien naval. En avril 1453, Mehmed lança le siège de Constantinople avec une stratégie offensive bien coordonnée. Les défenseurs byzantins, menés par l'empereur Constantin XI Paléologue, étaient nettement inférieurs en nombre et manquaient de renforts suffisants en provenance d'Europe occidentale. Les défenses de la ville comprenaient une série de murs de pierre et de fortifications qui l'avaient protégée des invasions précédentes, mais les progrès de la technologie militaire, notamment de l'artillerie, commencèrent à rendre ces défenses moins efficaces. Mehmed utilisa de gros canons, dont un bombardier massif conçu par l'ingénieur Orban, pour percer les murs. Le siège dura environ 53 jours. Les forces ottomanes maintirent une pression constante sur la ville par des bombardements, des blocus navals et des assauts terrestres répétés.
Les défenseurs byzantins résistèrent grâce à des fortifications traditionnelles et à des renforts limités fournis par quelques alliés génois et vénitiens. Le 29 mai 1453, Mehmed lança une dernière attaque coordonnée qui réussit à submerger les défenses de la ville. Les Ottomans entrèrent dans Constantinople et achevèrent leur conquête, marquant la fin de l'Empire byzantin. Après cette victoire, Mehmed prit des mesures pour rétablir l'ordre, rétablir le gouvernement et repeupler la ville. Il déclara Constantinople nouvelle capitale de l'Empire ottoman et lança un programme de reconstruction et d'intégration. Les institutions religieuses, les bâtiments administratifs et les infrastructures commerciales furent restaurées ou adaptées au nouveau régime. Tandis que les institutions islamiques gagnaient en importance, la population chrétienne fut autorisée à continuer de pratiquer sa religion sous le régime du Millet, qui accordait aux communautés religieuses une autonomie limitée en échange de leur loyauté envers l'État. Mehmed chercha à transformer Constantinople en un centre impérial prospère en favorisant la colonisation, le commerce et le développement culturel. La prise de Constantinople eut d'importantes implications géopolitiques. Elle établit le contrôle ottoman sur un axe stratégique et commercial clé reliant l'Europe à l'Asie. Elle marqua également un glissement de pouvoir, des empires chrétiens médiévaux en déclin vers un empire islamique en plein essor, animé par des ambitions d'expansion territoriale et de consolidation politique. Mehmed poursuivit son règne par des campagnes militaires dans les Balkans, en Anatolie et dans la région de la mer Noire. Il réorganisa également les systèmes juridiques et administratifs de l'Empire afin de renforcer l'autorité centrale. Ses politiques se concentrèrent sur le développement institutionnel, la tolérance religieuse au sein d'une hiérarchie structurée et la culture de l'identité impériale. Mehmed régna jusqu'à sa mort en 1481, laissant derrière lui un État centralisé et en expansion. Son règne est notamment marqué par la chute de Constantinople, qui représente un tournant crucial dans l'histoire ottomane et mondiale. Elle mit fin à l'Empire romain d'Orient, inaugura une nouvelle ère de puissance impériale ottomane et fit de Constantinople, rebaptisée Istanbul, la capitale durable de l'Empire. Bayezid II est l'ère de la diplomatie. Bayezid II monta sur le trône de l'Empire ottoman en 1481 après la mort de son père, Mehmed II. Son accession fut contestée par son frère Sem, ce qui déclencha un bref conflit connu sous le nom de crise du sultan Sem. Finalement, Bayezid consolida sa position tandis que Sem fut capturé par la papauté et utilisé par les puissances européennes comme un instrument diplomatique contre l'Empire. Contrairement à son père, Bayezid adopta une approche plus conservatrice, privilégiant la diplomatie, la stabilité interne et la consolidation administrative. Durant son règne, il évita les campagnes expansionnistes agressives, préférant préserver l'intégrité territoriale de l'Empire. Sa priorité fut de renforcer les institutions administratives, de s'assurer la loyauté des gouverneurs provinciaux et de garantir une collecte efficace des impôts. Le système Timar demeura un outil essentiel pour l'administration et le recrutement militaire. Il renforça également les institutions judiciaires et religieuses afin de promouvoir l'ordre social, et stabilisa le système financier en améliorant la monnaie et en augmentant les recettes de l'État. L'un des événements les plus marquants de son règne fut l'accueil des Juifs séfarades expulsés d'Espagne en 1492. Bayezid organisa leur réinstallation dans des villes ottomanes comme Istanbul, Thessalonique et Izmir. Cette politique offrit non seulement un refuge à une population déplacée, mais enrichit également l'Empire grâce à ses compétences commerciales, financières et artisanales. Son traitement des communautés non musulmanes fut pragmatique, utilisant le système du Millet pour préserver la diversité religieuse et la loyauté politique. En politique étrangère, Bayezid privilégiait la non-agression et l'équilibre. Il évitait les confrontations militaires majeures, préférant recourir à la diplomatie et aux alliances stratégiques pour protéger les intérêts ottomans. Il entretenait des relations stables avec des puissances régionales telles que Venise et les Mamelouks, signant des traités et des accords commerciaux, et ne s'engageait que dans des engagements militaires limités. En Méditerranée, la politique navale ottomane était défensive, axée sur la protection des routes commerciales et la lutte contre la piraterie. À l'est, il évita les conflits majeurs avec l'Empire safavide, bien que des tensions religieuses entre sunnites et chiites commencèrent à apparaître et s'intensifièrent sous le règne de son successeur. Sur le plan national, Bayezid investit dans des infrastructures telles que des mosquées, des ponts et des bains publics, stimulant ainsi le développement urbain. Son mécénat artistique et intellectuel maintint vivantes les traditions culturelles promues par son père, même s'il s'y impliqua moins personnellement. Les madrasas bénéficièrent du soutien de l'État et les érudits du monde islamique y furent accueillis, favorisant ainsi un environnement intellectuel dynamique. Malgré une relative stabilité, les dernières années de son règne furent marquées par des luttes de succession, principalement entre ses fils Selim et Ahmed.
Sélim finit par l'emporter par la force militaire. En 1512, Bayezid abdiqua en faveur de Sélim Ier et mourut peu après, en prenant sa retraite. L'héritage de Bayezid II est remarquable par son approche diplomatique, la consolidation de l'État et l'intégration sociale. Bien qu'il n'ait pas entrepris de nouvelles conquêtes, il a consolidé les fondements internes de l'Empire, préservé les acquis du règne précédent et préparé l'État ottoman aux défis futurs. Sa gestion des relations extérieures est restée prudente, évitant les provocations inutiles et protégeant l'influence ottomane en Méditerranée orientale et dans les Balkans. Il signa des accords commerciaux avec des cités, États italiennes comme Venise et Gênes, facilitant la circulation des marchandises et stimulant la prospérité des villes portuaires. Son administration privilégia l'efficacité et la responsabilité budgétaire, instaurant une période de calme économique et de fonctionnement prévisible de l'État. Dans le domaine culturel, son mécénat contribua à préserver la continuité artistique, architecturale et éducative de l'Empire, laissant un héritage visible dans les œuvres publiques qui portent son nom. Bien qu'il n'ait pas transformé l'Empire par son expansion, son rôle fut essentiel pour préserver sa cohésion et sa fonctionnalité durant une période de transition. Son abdication, malgré les pressions internes, assura la continuité dynastique. La paix et la stabilité instaurées sous son règne permirent à son successeur d'entamer une nouvelle phase de transformation politique et militaire. Le règne de Bayezid II symbolise une ère de consolidation, de diplomatie et de pragmatisme. Sélim Ier, le Sinistre, et le califat islamique. Sélim Ier, surnommé le Sinistre, devint souverain de l'Empire ottoman en 1512 après l'abdication de son père Bayezid II. Son accession au pouvoir fut marquée par une violente lutte de succession contre ses frères, notamment le prince Ahmed. Sélim consolida sa position en vainquant ses rivaux et en consolidant son autorité grâce au soutien de personnalités militaires et administratives clés. Une fois au pouvoir, il adopta une approche gouvernementale très affirmée et militariste. Son règne fut relativement court, de 1512 à 1520, mais il fut marqué par une expansion territoriale significative et la transformation du statut religieux et politique de l'Empire ottoman. L'une des principales préoccupations de Sélim était l'influence croissante de l'Empire safavide en Perse, qui représentait un défi chiite pour les Ottomanes, à tendance sunnite. En 1514, Sélim mena une importante campagne militaire contre le Shah Ismaïl des Safavides, qui culmina avec la bataille de Chaldiran. La bataille culmina par une victoire ottomane décisive, qui affaiblit considérablement le pouvoir séfévide et assura le contrôle de l'Anatolie orientale. Ce conflit cimenta également le clivage sectaire entre l'islam sunnite et chiite et marqua le début d'une rivalité durable entre les deux empires. Après sa campagne orientale, Sélim se tourna vers le sud, en direction du sultanat mamelouk d'Égypte. En 1516 et 1517, il mena des campagnes victorieuses qui aboutirent à la défaite des forces mamelouks lors des batailles de Marj Dabik et de Ridania. La conquête de la Syrie, de la Palestine et de l'Égypte plaça sous contrôle ottoman des villes islamiques clés telles que Damas, Jérusalem, la Mecque et Médine. Avec la chute du Caire, les Ottomans capturèrent également le dernier calife abbasside qui résidait dans la ville en tant que figure religieuse symbolique sous la protection mamelouk. Suite à cette conquête, l'autorité symbolique du califat islamique passa au sultan ottoman. Bien que les modalités exactes de ce transfert fassent l'objet d'un débat parmi les spécialistes, Sélim fut reconnu comme le gardien des deux saintes mosquées et fut considéré par beaucoup comme le nouveau calife, un titre qui éleva la légitimité religieuse du sultan ottoman dans le monde islamique. Cet événement marqua un tournant dans l'histoire ottomane, car il liait souveraineté politique et autorité religieuse. Le contrôle de Sélim sur les villes saintes islamiques et son affirmation du leadership califal renforcèrent la prétention de l'Empire à devenir la première puissance islamique. Sur le plan intérieur, Sélim mit en œuvre des mesures administratives pour intégrer les provinces arabes nouvellement conquises. Il maintint les structures gouvernementales locales existantes sous la supervision ottomane et assura la collecte des impôts et des tributs selon les systèmes impériaux. Il maintint également les institutions religieuses des régions conquises, permettant la continuité des pratiques religieuses tout en promouvant l'orthodoxie sunnite. Sélim était connu pour son régime autoritaire et son intolérance envers les dissensions internes. Sa politique envers les menaces religieuses perçues, en particulier celles liées au schisme, était sévère et visait à éliminer les divisions internes. Son règne strict contribua à consolider l'autorité centrale, mais aussi à sa réputation de souverain sévère. Malgré son règne relativement bref, Sélim Ier étendit considérablement la portée géographique et idéologique de l'Empire.
Il laissa derrière lui un État non seulement plus vaste territorialement, mais aussi plus unifié sur les plans religieux et administratifs. Ces campagnes à l'étranger hissèrent les Ottomans à une position dominante dans le monde musulman et redéfinirent l'identité de l'Empire comme centre politique de l'islam sunnite. Selim mourut en 1520 dans des circonstances obscures et son fils, Soliman Ier, lui succéda. L'empire que Selim céda était vaste territorialement, renforcé administrativement et consolidé religieusement. Son héritage est marqué par des succès militaires, une centralisation administrative et l'intégration du califat islamique dans le cadre ottoman. Ces événements posèrent les bases de la phase suivante de l'histoire ottomane, caractérisée par une expansion, un développement institutionnel et des réalisations culturelles supplémentaires sous son successeur. Le règne de Selim, bien que bref, représente une transformation significative du rôle et de la perception de l'Empire ottoman dans le contexte islamique et géopolitique plus large du début du XVIe siècle. Soliman le Magnifique, l'âge d'or. Soliman Ier, connu en Occident sous le nom de Soliman le Magnifique et dans le monde islamique sous le nom de Kanuni ou le législateur, devint souverain de l'Empire ottoman en 1520 après la mort de son père, Selim Ier. Son règne, qui dura jusqu'en 1566, marqua l'apogée du développement territorial, administratif et culturel de l'Empire. Sous son règne, l'État ottoman atteignit sa plus grande étendue géographique, englobant de vastes zones de l'Europe du Sud-Est, de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord. Soliman entreprit une série de campagnes militaires en Europe, en Asie et en Méditerranée afin de consolider et d'étendre la domination ottomane. En Europe, il mena des campagnes victorieuses contre la Hongrie, culminant avec la bataille de Mohacs en 1526, où les forces hongroises furent définitivement défaites et leur roi tué. Cette victoire ouvrit la voie à une plus grande influence ottomane en Europe centrale et conduisit à la division ultérieure du royaume de Hongrie. De nouvelles campagnes furent menées contre la monarchie des Habsbourg, bien que le long siège de Vienne en 1529 se soit finalement avéré infructueux. À l'est, Soliman mena de multiples guerres contre l'empire perse safavide, ce qui entraîna des modifications des frontières territoriales, mais sans apporter de solution durable à la rivalité persistante entre sunnites et chiites. En Méditerranée, les Ottomans s'engagèrent dans des conflits navals avec les puissances européennes, notamment les Espagnols et les Vénitiens. Sous Soliman, la marine ottomane devint une force puissante, dirigée par des amiraux comme Hayreddin Barberousse, et parvint à s'assurer le contrôle maritime d'une grande partie de la Méditerranée orientale. Les forces ottomanes prirent également le contrôle d'importants territoires d'Afrique du Nord, comme Alger et Tripoli, étendant leur autorité impériale le long de la côte sud de la Méditerranée. Dans les régions de la mer Rouge et du Golfe Persique, les Ottomans établirent une présence pour contrer l'influence portugaise et protéger les routes de pèlerinage. Sur le plan intérieur, Soliman se concentra sur les réformes législatives et administratives. Il est connu pour avoir codifié un cadre juridique complet couvrant les questions pénales et civiles. Ces lois, bien que fondées sur les principes islamiques, comprenaient également des dispositions dérivées des traditions turques et byzantines antérieures, garantissant la continuité administrative et la clarté juridique. Ces réformes juridiques visaient à normaliser les pratiques judiciaires et à promouvoir l'équité, contribuant ainsi à réduire la corruption et l'inefficacité de la bureaucratie provinciale et centrale. Soliman renforça également le rôle du gouvernement central, en nommant des grands vizirs compétents et en renforçant l'autorité de la cour impériale. Le système des timars continua de fonctionner comme le principal mécanisme de récompense du service militaire par des revenus fonciers, et le système des devshirm continua de fournir du personnel qualifié au corps des janissaires et à la fonction publique. L'appareil administratif de l'Empire devint encore plus centralisé et efficace sous son règne, contribuant à la stabilité à long terme de l'État. Soliman était également un mécène de l'architecture, de l'érudition et des arts. De nombreuses mosquées, écoles, ponts et bâtiments publics furent construits sous son règne. L'architecte le plus éminent de l'époque fut Mimar Sinan, qui conçut de nombreux édifices importants à Istanbul et dans d'autres villes, dont la mosquée Süleymaniyye. La cour impériale attira érudits, poètes et artistes, et Istanbul s'imposa comme un centre de la vie culturelle et intellectuelle. Bien que Soliman fût un musulman fervent et qu'il soutenât les institutions religieuses, il poursuivit la politique de tolérance religieuse envers les communautés non musulmanes sous le régime du Millet. Ces communautés pouvaient gérer leurs propres affaires religieuses et civiles en échange de leur loyauté et de leurs obligations fiscales. Ce système contribua au maintien de l'ordre social et facilita la coexistence au sein d'un empire diversifié. Soliman régna pendant 46 ans,
soit le plus long règne de tous les sultans ottomans. À sa mort en 1566, lors d'une campagne en Hongrie, l'empire était territorialement étendu, institutionnellement stable et culturellement dynamique. Son héritage comprend des conquêtes militaires, des réformes juridiques, une consolidation administrative et un mécénat culturel. Si les périodes ultérieures de l'Empire connurent déclin et stagnation, le règne de Soliman est généralement considéré comme l'apogée du pouvoir et de l'influence ottoman. Ses réalisations établirent des modèles de gouvernement, de droit et de production culturelle qui façonnèrent l'identité et le fonctionnement de l'Empire pour les générations à venir. La puissance de la mer, la marine ottomane et la bataille de Lépante, la marine ottomane joua un rôle crucial dans l'expansion et la défense des intérêts maritimes de l'Empire ottoman au XVIe siècle. À mesure que l'Empire étendit son influence en Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe Persique, la puissance navale devint un élément essentiel de sa stratégie militaire et politique. Le développement de la puissance navale ottomane s'accéléra sous le règne de Soliman Ier, notamment en raison de la multiplication des conflits maritimes avec des puissances européennes comme l'Espagne et Venise. D'éminents commandants tels que Hayreddin Barberousse, Turgut Reis et Piri Reis contribuèrent à la domination ottomane en Méditerranée orientale. La marine était placée sous l'autorité du Capoudin Pacha, ou amiral de la flotte, et opérait depuis des bases stratégiques comme Istanbul, Gallipoli et des ports clés d'Afrique du Nord. L'acquisition d'Alger et de Tripoli constitua des bases cruciales pour ces opérations. La flotte ottomane était principalement composée de galères et d'autres embarcations à rames adaptées aux conditions méditerranéennes. Ces navires transportaient de l'infanterie, de l'artillerie et des janissaires, permettant ainsi des opérations combinées sur terre et en mer. Au XVIe siècle, la marine ottomane participa à de nombreuses batailles et raids, remettant en cause la domination des puissances chrétiennes et sécurisant des routes commerciales et militaires vitales. Cependant, la suprématie navale ottomane se heurta à des défis croissants avec la formation de coalitions européennes. L'un des affrontements les plus marquants fut la bataille de Lépante, qui eut lieu le 7 octobre 1571, sous le règne de Sélim II, fils de Soliman Ier. Cet affrontement naquit des tensions croissantes entre l'Empire ottoman et une alliance chrétienne organisée par le pape Pie V, la Sainte Ligue. Cette coalition comprenait l'Espagne, les États pontificaux, Venise et d'autres alliés, dont l'objectif était de freiner l'expansion navale ottomane en Méditerranée. La flotte ottomane, commandée par le muezzinzade Ali Pacha, prit la mer pour affronter la flotte de la Sainte Ligue, dirigée par Don Juan d'Autriche. L'engagement eut lieu près du golfe de Patras, au large de la côte occidentale de la Grèce, et fut l'une des plus grandes batailles navales du début de l'ère moderne. Des centaines de galères et des dizaines de milliers de combattants y prirent part. La bataille se termina par une défaite cuisante pour les Ottomans. La flotte de la Sainte Ligue détruisit une partie importante des navires ottomans, causant de nombreuses pertes, dont la mort d'Ali Pacha. Cette victoire fut célébrée comme un triomphe symbolique pour l'Europe chrétienne, car elle démontrait que la puissance navale ottomane pouvait être vaincue. Malgré l'ampleur de la défaite, l'Empire ottoman parvint à reconstituer rapidement sa flotte. Lépante ne modifia pas significativement le contrôle territorial ottoman en Méditerranée orientale, où ils occupaient des positions et des voies maritimes clés. Cependant, elle marqua la fin de la suprématie navale incontestée des Ottomans et marqua un glissement progressif de l'équilibre des forces navales vers les puissances européennes. Les conséquences de la bataille ont révélé les faiblesses structurelles de l'infrastructure navale ottomane et l'urgente nécessité d'une modernisation. Lépante est considérée comme un tournant dans l'histoire de la guerre navale, symbolisant la transition des galères à rames aux voiliers dotés d'une artillerie plus sophistiquée. Pour les Ottomans, ce fut un revers qui souligna l'importance croissante de l'innovation technologique et des tactiques navales modernes. Dans le contexte plus large de l'histoire ottomane, la marine est restée un instrument fondamental de la politique impériale. Cependant, son rôle et son efficacité ont évolué avec l'évolution de la dynamique stratégique en Méditerranée. La bataille de Lépante demeure un événement emblématique, reflétant l'interaction complexe des forces politiques, religieuses et militaires dans le monde méditerranéen du XVIe siècle. L'ère du sultanat des femmes. L'ère du sultanat des femmes désigne une période de l'histoire ottomane s'étendant du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, durant laquelle les femmes du harem impérial, en particulier les mères et épouses des sultans régnants, jouèrent un rôle important dans les affaires politiques de l'Empire. Cette période débuta durant les dernières années du règne de Soliman Ier et se poursuivit sous plusieurs de ses successeurs. Les historiens utilisent le terme « sultanat des femmes » pour décrire l'influence croissante de ces femmes dans la gouvernance de l'État, notamment à une époque où les sultans régnants étaient trop jeunes,
inexpérimentées ou peu intéressées par le pouvoir direct. Les femmes qui exerçaient une influence à cette époque le faisaient généralement depuis le palais impérial, où le harem fonctionnait à la fois comme une institution privée et politique. Parmi les figures les plus marquantes figurait Hürrem Sultan, épouse légale de Soliman Ier et première femme de l'histoire ottomane à exercer un pouvoir officiel sur les affaires de l'État. Son influence créa un précédent pour les futures femmes royales. Son fils, Selim II, hérita du trône et, à son accession au trône, Hürrem fut remplacée par Nurbanu Sultan, épouse de Selim II et mère de Murad III. Nurbanu agissait en tant que valide sultan ou reine-mère et exerçait une autorité considérable sous le règne de son fils. Elle correspondait avec les puissances étrangères et participait aux échanges diplomatiques, notamment avec la République de Venise. Son rôle fut repris par Safiye Sultan, qui continua de gérer les affaires de la cour et les relations extérieures sous le règne de son fils, Mehmed III. Ces femmes exerçaient souvent le rôle de régente, sauf en apparence, conseillant sur les questions de succession, de nomination et de politique de l'État. Leur pouvoir était officialisé par la fonction de valide sultan, qui leur accordait la résidence dans les appartements du harem du palais de Topkapi et du personnel pour les soutenir dans leurs responsabilités administratives. L'influence politique de ces femmes s'exerçait souvent par le biais de factions au palais et d'alliances avec des vizirs, des eunuques et des chefs religieux. Les eunuques du harem impérial, en particulier le chef des eunuques noirs, servaient d'intermédiaires entre le harem et les structures administratives externes de l'État. Cela permettait aux femmes du harem de transmettre les ordres, d'influencer les nominations et de recueillir des informations. Sous les règnes de sultans tels qu'Ahmed Yer, Mustapha Ier, Osman II et Murad IV, les mères et consorts impériales continuèrent d'exercer une influence sur les décisions impériales. Kösem Sultan, épouse d'Ahmed Ier et mère de Murad IV et d'Ibrahim Ier, devint l'une des sultanes valides les plus puissantes de l'histoire ottomane. Elle assuma la régence de 2 de ses fils et même de son petit-fils, Mehmed IV. Sa carrière politique s'étendit sur des décennies et inclua la gestion des dissensions internes, l'influence sur la succession et la participation à des négociations politiques de haut niveau. L'ère du sultanat des femmes vit également une augmentation du mécénat architectural, des dons caritatifs et des fondations religieuses soutenues par les femmes royales. Elles commanditèrent la construction de mosquées, d'écoles, d'hôpitaux et de fontaines, contribuant ainsi à la vie publique de l'Empire. Ces projets ont contribué à légitimer leur influence et à démontrer leur rôle de protectrice de la société et de la foi. Malgré les limitations formelles imposées aux femmes dans la vie publique, les femmes du harem impérial exerçaient à cette époque un pouvoir informel considérable. Leur influence a commencé à décliner au milieu du XVIIe siècle, à mesure que l'autorité centrale était progressivement réaffirmée par les sultans et les grands vizirs. Le rôle institutionnel de la sultane validée a été maintenu, mais son influence politique a diminué. La fin du sultanat des femmes a marqué le retour à un gouvernement plus direct du sultan et la prédominance croissante de la fonction de grand vizir dans l'administration de l'État. Cependant, l'héritage de cette période reste important pour comprendre la complexité des structures politiques ottomanes et le rôle joué par les femmes dans le maintien de la continuité de la gouvernance en période de transition, d'incertitude, croissance économique et luttes internes. Au cours du XVIe et du début du XVIIe siècle, l'Empire ottoman connut une période de croissance économique, doublée de luttes intestines qui affectèrent la stabilité de ses institutions. L'expansion territoriale sous divers sultans stimula la production agricole, le commerce et les recettes fiscales. Les terres conquises offraient un accès à des routes commerciales clés, à des régions fertiles et à des centres urbains intégrés à l'économie impériale. Le système du timar, qui attribuait des revenus territoriaux aux officiers militaires en échange de leurs services, soutenait l'administration provinciale et garantissait un flux régulier de revenus à l'État. Le commerce international, via des ports comme Istanbul, Alexandrie et Alep, facilitait les échanges de marchandises entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'Empire servait d'intermédiaire dans le commerce de la soie, des épices, du café, des textiles et d'autres marchandises. Les marchands musulmans, chrétiens et juifs opéraient dans le cadre d'un système réglementé mais relativement libre. Les revenus de l'État augmentaient grâce aux droits de douane, aux taxes agricoles et aux prélèvements urbains. La bureaucratie centrale, soutenue par le système d'Evshirm, formait une administration capable de mettre en œuvre les politiques fiscales et de gérer les provinces. Malgré ces avancées, des défis internes surgirent. La croissance démographique augmenta la demande de terres et de nourriture, exerçant une pression sur l'agriculture et générant des tensions sociales. L'afflux massif d'argent américain via le commerce européen provoqua une inflation et une dévaluation monétaire, réduisant le pouvoir d'achat des revenus fixes et fragilisant les finances publiques. Cela entraîna des déficits budgétaires et une augmentation de la pression fiscale. La corruption des fonctionnaires provinciaux,
L'inefficacité de la collecte des impôts et les abus de pouvoir devinrent monnaie courante. L'élite militaro-administrative, qui dépendait des revenus du Timar, vit son pouvoir économique diminuer à mesure que les concessions territoriales devenaient intenables. Le système militaire évolua vers un système monétisé, basé sur des paiements en espèces, notamment aux janissaires, ce qui nécessitait des recettes fiscales constantes, souvent insuffisantes en raison d'une mauvaise gestion. Le corps des janissaires, jusque-là discipliné, commença à exiger des salaires plus élevés et à intervenir en politique. Leur influence bouleversa l'équilibre entre les institutions militaires et administratives, et ils participèrent activement aux intrigues de palais. Dans les provinces, l'agitation s'intensifia, notamment lors de crises telles que la famine, les épidémies ou les difficultés économiques. Les révoltes de Sellali, de la fin du XVIe ou XVIIe siècle, furent des soulèvements menés par des paysans mécontents, des déserteurs et des notables locaux. Ces rébellions perturbèrent la vie rurale, perturbèrent la collecte des impôts et nécessitèrent de coûteuses campagnes de répression. En zone urbaine, guildes et artisans protestèrent également contre les impôts, les prix ou l'instabilité. Si ces tensions ne renversèrent pas l'autorité centrale, elles révélèrent un malaise structurel. Le gouvernement central a tenté de mettre en œuvre des réformes. Réévaluation monétaire, réorganisation administrative et contrôle des fonctionnaires locaux. Cependant, ces réformes se sont heurtées à une résistance interne et à des difficultés logistiques, ce qui a limité leur efficacité. Aux pressions économiques se sont ajoutés des facteurs politiques et religieux, l'État cherchant à maintenir sa légitimité par des travaux publics, le mécénat religieux et les cérémonies du pouvoir. Malgré les difficultés, l'Empire a conservé sa fonctionnalité en tant que système politique adaptable. Le commerce est resté actif, les centres urbains ont conservé leur importance et l'économie impériale s'est intégrée aux réseaux mondiaux. Cependant, les tensions internes ont laissé des traces durables. À la fin du XVIIe siècle, l'Empire ottoman est confronté à de nouveaux défis. Concurrence européenne croissante, baisse de la productivité agricole et difficulté à maintenir sa structure fiscale. Cette période est une période de transition, marquée par la difficulté de gérer un système diversifié et en expansion face aux pressions internes et externes. Le deuxième siège de Vienne et le déclin ottoman, le second siège de Vienne, qui eut lieu en 1683, marqua un tournant dans la trajectoire militaire et politique de l'Empire ottoman. Il marqua l'aboutissement d'une nouvelle campagne expansionniste en Europe centrale sous le sultan Mehmed IV. L'opération fut menée par le grand vizir Kara Mustafa Pacha, qui rassembla une armée massive dans le but de s'emparer de Vienne, capitale de la monarchie des Habsbourg. L'objectif stratégique était de consolider le contrôle ottoman en Europe et de s'assurer la domination sur les principales routes commerciales. Le siège commença en juillet 1683 et dura près de 2 mois. Les forces ottomanes encerclèrent la ville et utilisèrent l'artillerie et des techniques de minage pour tenter de percer ses fortifications. Vienne, défendue par le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg, résista aux assauts grâce à la solidité de ses défenses et à l'espoir d'une aide extérieure. Cette aide prit la forme d'une coalition chrétienne organisée par la Sainte Ligue, composée de troupes des Habsbourg, de la République des Deux Nations et de plusieurs États allemands. Le roi de Pologne Jean III Sobieski dirigea cette coalition et joua un rôle décisif dans l'issue du conflit. Le 12 septembre 1683, l'armée alliée lança une attaque coordonnée qui submergea les troupes ottomanes et les força à battre en retraite. Cette défaite porta un coup sévère au prestige de l'Empire ottoman et révéla les faiblesses de sa structure militaire et de sa planification logistique. Kara Mustafa Pacha fut exécuté peu après sur ordre du sultan, tenu pour responsable de cet échec. Les répercussions du siège dépassèrent la sphère militaire. La défaite marqua le début d'un déclin prolongé de la puissance ottomane en Europe. À la suite de cette défaite, la Sainte Ligue lança une série de campagnes connues sous le nom de Grande Guerre turque, qui durèrent jusqu'en 1699. Ces campagnes se soldèrent par d'importantes pertes territoriales pour l'Empire, notamment une grande partie de la Hongrie et une partie des Balkans, officialisées par le traité de Karlowitz. Sur le plan intérieur, l'Empire ottoman peinait à s'adapter aux changements de la guerre et de la diplomatie européenne. Tandis que les puissances européennes modernisaient leurs armées et centralisaient leur administration, les Ottomans continuaient de s'appuyer sur des structures archaïques. Le corps des janissaires, autrefois l'élite de l'armée ottomane, résista aux réformes et devint de plus en plus inefficace au combat. À cela s'ajoutaient des problèmes budgétaires qui limitaient la capacité de l'Empire à maintenir son appareil militaire et administratif. L'inflation, la corruption et la baisse des recettes fiscales rendaient difficile le financement des campagnes militaires et le maintien de l'ordre intérieur. Les luttes entre factions au sein de la cour et entre gouverneurs régionaux minaient encore davantage l'autorité du sultan.
Les tentatives de réforme étaient sporadiques et souvent bloquées par des intérêts bien établis. La défaite de Vienne et les pertes militaires qui s'ensuivirent démontrèrent les limites de l'expansionnisme ottoman et forcèrent l'Empire à réévaluer ses priorités stratégiques. Sur le plan diplomatique, l'Empire passa d'une politique agressive à une politique de négociation et de défense. Le traité de Karlowitz de 1699 constitua la première concession diplomatique majeure de l'Empire ottoman aux puissances européennes, marquant un renversement de l'équilibre des forces en faveur de l'Europe. La période qui suivit le siège est souvent considérée comme le début du déclin ottoman, bien que le concept même de déclin fasse l'objet de débats parmi les historiens. Si l'Empire continua d'exister pendant des siècles en tant qu'entité politique importante, sa capacité à rivaliser militairement et politiquement avec les puissances européennes diminua considérablement. La défaite de 1683 symbolisa la fin de l'expansion ottomane soutenue en Europe et le début d'une période caractérisée par de nouveaux défis structurels et stratégiques. Effort de réforme, l'ère des tulipes et les débuts de la modernisation. L'ère des tulipes, sous le règne du sultan Ahmed III, 1700-3730, représente une période marquée par les premiers efforts de réforme et de modernisation limitée de l'Empire ottoman. Nommée ainsi en raison de la popularité des tulipes auprès de l'élite stambouliote, elle symbolise une période de paix relative, d'épanouissement culturel et d'expérimentation administrative. Cette époque a émergé après des défaites militaires et des troubles internes, comme le traité de Karlowitz en 1699, qui a entraîné d'importantes pertes territoriales en Europe. Face à ces défis, les dirigeants ottomans tentèrent de renforcer l'État par des réformes ponctuelles sans pour autant abandonner complètement les structures traditionnelles. Le grand vizir Nevşehirli Damat Ibrahim Pacha joua un rôle clé dans ce processus, privilégiant la diplomatie à la guerre afin de préserver la stabilité et de gérer les relations avec les puissances européennes. Dans ce contexte, les relations commerciales se développèrent. Des ambassades furent envoyées dans les capitales d'Europe occidentale et des efforts furent déployés pour comprendre les avancées technologiques, militaires et administratives de ces nations. L'une des initiatives les plus marquantes fut l'introduction de la première imprimerie ottomane en écriture arabe, fondée en 1727 par Ibrahim Müteferrika. Son objectif était de promouvoir l'éducation et la diffusion du savoir. Cependant, son impact fut limité en raison de la résistance des autorités religieuses et de la culture manuscrite profondément ancrée. Malgré ces restrictions, elle marqua une étape importante vers la modernisation intellectuelle. Durant cette période, des travaux publics furent également entrepris, tels que la construction de fontaines, de jardins et de pavillons, notamment à Istanbul. Ces projets reflétaient une évolution de la culture de la cour vers un style de vie plus raffiné, cosmopolite et axé sur les loisirs. Bien qu'une attention particulière fût portée à certains établissements d'enseignement et que des tentatives aient été faites pour améliorer la collecte des impôts et réduire les inefficacités administratives, les réformes restèrent limitées à l'élite et ne touchèrent pas des secteurs plus larges de la société. L'armée, élément clé du pouvoir ottoman, resta pratiquement inchangée. Le corps des janissaires en particulier opposa une forte résistance à toute réforme significative. Cette absence de transformation structurelle sapa les tentatives de modernisation de l'État et contribua à l'aggravation des tensions internes. Bien que la période fût relativement paisible, le mécontentement croissant de certains groupes, notamment au sein de l'armée et des milieux religieux conservateurs, révéla les contradictions de l'époque. Nombreux furent ceux qui critiquèrent le style de vie extravagant de l'élite, le jugeant déconnecté des besoins de la population. À cela s'ajoutaient des problèmes tels que les inégalités économiques, la hausse des prix et une corruption administrative perçue. Ces tensions éclatèrent lors de la révolte de Patronat à Lille en 1730, qui mit brutalement fin à l'âge des tulipes. Ce soulèvement conduisit à la destitution du sultan Ahmed III et à l'exécution du grand vizir Ibrahim Pacha, inaugurant un régime politique plus conservateur dans les années qui suivirent. Malgré sa courte durée et son ampleur limitée, l'âge des tulipes est considéré comme le début de la modernisation de l'Empire ottoman. Il s'agissait de la première tentative systématique d'observer et d'adopter de manière sélective certains aspects de l'art de gouverner et de la technologie européenne. L'introduction de l'imprimerie, l'envoi de missions diplomatiques et les avancées architecturales témoignaient d'une ouverture prudente au changement. Cependant, l'absence de réformes institutionnelles d'envergure et la persistance de problèmes structurels ont limité son efficacité à long terme. L'ère des tulipes a mis en lumière les dilemmes des dirigeants ottomans qui cherchaient à concilier innovation et tradition au sein d'un empire complexe et diversifié. Bien que nombre de ces réformes aient été annulées, cette période a influencé les mouvements de réforme du XIXe siècle, tels que les Tanzimat. Rétrospectivement, cette époque constitue une phase initiale de transformation au cours de laquelle les idées de modernisation ont commencé à être intégrées au discours gouvernemental ottoman.
Son héritage réside davantage dans sa valeur symbolique et son rôle transitoire que dans ses résultats durables. Les réformes militaires et les guerres russo-turques au XVIIIe siècle, l'Empire ottoman fut impliqué dans une série de conflits avec l'Empire russe, connus sous le nom de guerre russo-turque. Ces guerres révélèrent d'importantes déficiences de l'armée ottomane et suscitèrent diverses réformes visant à moderniser les forces armées et à améliorer l'efficacité administrative. La première grande guerre russo-turque de cette période eut lieu entre 1710 et 1711, sous le règne du sultan Ahmed III. Malgré les premiers succès tactiques des Ottomans à la bataille de Prousse, la situation stratégique globale demeura instable. Les conflits ultérieurs, de 1735-1739, 1768-1774 et 1787-1792, démontrèrent de plus en plus la puissance croissante de l'Empire russe et la relative faiblesse de l'appareil militaire ottoman. Le traité de Küçük-Kaynarca, signé en 1774 après la défaite de la guerre de 1768-1774, fut particulièrement préjudiciable. Cela entraîna des pertes territoriales, notamment l'octroi de l'indépendance au Khanat de Crimée, annexé plus tard par la Russie, et lui permit d'obtenir le droit d'intervenir dans les affaires ottomanes au nom des chrétiens orthodoxes. Ces événements marquèrent un changement dans l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est et révélèrent les limites de la structure militaire ottomane, notamment l'inefficacité et la résistance aux réformes au sein du corps des janissaires. Les janissaires, autrefois une force d'élite, s'étaient enracinés politiquement et résistèrent à la modernisation, s'opposant souvent aux changements qui menaçaient leurs privilèges. Face à ces défis, plusieurs sultans lancèrent des réformes militaires visant à restructurer et à moderniser les forces armées. Le sultan Selim III, qui régna de 1789 à 1807, lança l'un des premiers programmes de réforme d'envergure, connu sous le nom de Nizam, Isédide ou Nouvel Ordre. Ce programme visait à créer une armée moderne, de style européen, entraînée et équipée selon les normes contemporaines. Il comprenait également des efforts pour améliorer l'assise financière de l'armée par de nouveaux impôts et la création d'un trésor spécifiquement dédié au financement de l'armée du Nouvel Ordre. Selim III encouragea également l'étude des langues et des sciences militaires européennes et envoya des observateurs et des étudiants à l'étranger pour s'inspirer des modèles étrangers. Malgré ces efforts, le Nizam, Isédide, se heurta à une forte opposition de la part des factions militaires traditionnelles, en particulier des janissaires, ainsi que de certaines sections d'oulémas et de notables provinciaux qui considéraient les réformes comme une menace pour leurs rôles établis. La résistance culmina avec la destitution de Selim III en 1807 et l'arrêt temporaire de ses initiatives de réforme. Son successeur, Mustapha IV, annula bon nombre des changements, mais la nécessité de réforme demeurait évidente. Après une brève lutte de pouvoir, Mahmoud II monta sur le trône et prit des mesures décisives pour éliminer le corps des janissaires en 1826 lors d'une violente confrontation connue sous le nom de « incident de bon augure ». Cet événement permit à Mahmoud II de promouvoir plus ouvertement la réforme militaire. Il créa de nouvelles écoles militaires, restructura l'armée selon les normes européennes et introduisit des uniformes, des exercices et une organisation standardisée. L'armée réformée devint la base des efforts militaires ottomans ultérieurs. Durant les dernières phases des conflits russo-turcs, notamment au XIXe siècle, l'Empire ottoman continua de perdre du territoire et de l'influence. Les guerres successives avec la Russie, comme celles de 1806-1812, de 1828-1829 et de 1877-1878, donnèrent lieu à de nouvelles concessions territoriales et mirent en évidence les limites des réformes. Les traités d'Andrinople de 1829 et de Berlin de 1878 officialisèrent d'importantes pertes, notamment dans certaines parties des Balkans et du Caucase. Ces résultats soulignèrent la disparité persistante entre les capacités militaires ottomanes et russes. Malgré les tentatives de modernisation, l'Empire se heurta à des contraintes de ressources, à une opposition interne et à une inefficacité administrative. Les réformes militaires entreprises durant cette période marquèrent le début d'une transformation plus vaste de l'État ottoman, mais leur mise en œuvre fut souvent incohérente et manqua de soutien total des grandes puissances. Néanmoins, ces réformes posèrent les bases de futurs changements au sein des institutions militaires et étatiques. Les guerres russo-turques ont servi à la fois de catalyseur de réformes et de rappel constant des vulnérabilités stratégiques auxquelles l'Empire ottoman était confronté dans un environnement géopolitique en évolution rapide. Les réformes du Tanzimat et l'occidentalisation, les réformes Tanzimat sont une série de changements administratifs, juridiques et sociaux mis en œuvre dans l'Empire ottoman entre 1839
et 1876. Initiées par le sultan Mahmoud II, elles se sont poursuivies sous ses successeurs, notamment sous les règnes des sultans Abdulaziz Hier et Abdulaziz Hier. L'objectif principal de la période Tanzimat était de moderniser l'État ottoman en réponse à ses faiblesses internes et aux pressions externes. L'Empire était confronté à des défis croissants de la part des puissances européennes, à la montée des mouvements nationalistes sur ses territoires et à la nécessité de centraliser l'autorité. Les réformes visaient à réorganiser la structure administrative, à uniformiser les lois, à améliorer l'éducation et à promouvoir le développement économique. Le processus a officiellement débuté avec la proclamation de l'édit de Gülhan en 1839, également connu sous le nom de Hat, ou shérif de Gülhan, qui garantissait la sécurité de la vie, de l'honneur et des biens à tous les sujets, quelle que soit leur religion. Cela a marqué une évolution significative vers le concept d'égalité citoyenne. Elle introduisit également des principes tels qu'une fiscalité équitable, une conscription militaire régulière et l'égalité devant la loi. L'ère des Tanzimat se poursuivit avec le Hat, Humayun de 1856, qui réaffirma les promesses antérieures et souligna davantage les droits des non-musulmans dans l'Empire. Ces déclarations visaient non seulement à répondre aux revendications intérieures, mais aussi à séduire les gouvernements européens dont l'influence dans les affaires ottomanes s'était accrue. Les réformes juridiques comprenaient la création de nouveaux codes civils et pénals, inspirés des modèles européens, notamment du système juridique français. Des tribunaux de commerce mixtes furent créés pour traiter les affaires impliquant des étrangers. Un système judiciaire plus structuré fut mis en place, et des efforts furent déployés pour réduire la corruption et assurer l'application uniforme de la loi. Les réformes administratives visèrent à centraliser le pouvoir entre les mains de l'État en réorganisant la gouvernance provinciale et en créant des procédures standardisées pour la fiscalité, l'enregistrement foncier et la fonction publique. Le système éducatif connut d'importants changements, notamment la création d'écoles laïques publiques, d'instituts de formation des enseignants et d'académies techniques. Ces institutions étaient conçues pour former des fonctionnaires et du personnel militaire capables d'opérer dans un système bureaucratique moderne. L'expansion des écoles publiques a progressivement réduit la domination des institutions religieuses dans l'éducation. Le développement des infrastructures, notamment la construction de chemins de fer, de lignes télégraphiques et de ports modernes, visait à intégrer les diverses régions de l'Empire et à faciliter le commerce. Les politiques économiques ont encouragé l'adoption de nouvelles technologies et le développement de l'agriculture et de l'industrie. Cependant, la dépendance aux prêts étrangers et les capitulations accordées aux puissances européennes ont entraîné une dépendance financière croissante et un contrôle étranger accru sur certains pans de l'économie ottomane. Les réformes ont également eu d'importantes implications sociales. En promouvant l'égalité des citoyens, la période des Tanzimat a remis en question le système traditionnel du millet qui régissait les relations entre les communautés religieuses. Si son objectif était de mieux intégrer les non-musulmans dans la structure de l'État, ces changements ont souvent suscité la résistance des secteurs conservateurs de la population musulmane, ainsi que le mécontentement des non-musulmans qui estimaient que les promesses n'avaient pas été pleinement tenues. Le pouvoir croissant du gouvernement central et la présence accrue de l'autorité de l'État dans les affaires locales ont également généré des tensions avec les personnalités régionales et les élites traditionnelles. Malgré ces défis, les réformes des Tanzimat ont jeté les bases des futurs efforts de modernisation. Elles marquèrent un tournant dans la transformation de l'Empire ottoman, passant d'une monarchie islamique traditionnelle à un État plus centralisé et bureaucratique, influencé par les modèles européens. Cette période s'acheva par la promulgation de la Constitution ottomane en 1866, qui tenta d'institutionnaliser nombre des principes introduits pendant l'ère des Tanzimat. Bien que suspendue peu après, la Constitution symbolisait l'influence persistante des idées réformistes. L'ère des Tanzimat est considérée comme une phase cruciale de l'histoire ottomane, durant laquelle l'Empire chercha à concilier ses traditions islamiques avec les exigences d'un monde en voie de modernisation. La fin de l'Empire ottoman et la naissance de la Turquie moderne furent le résultat d'une longue période de déclin interne, de défaites militaires, d'instabilité politique et de pressions extérieures accumulées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'Empire avait perdu la plupart de ses territoires européens, était confronté à une dépendance économique croissante envers les puissances étrangères et était aux prises avec des mouvements nationalistes au sein de sa population diversifiée. L'Empire ottoman entra dans la Première Guerre mondiale en 1914 aux côtés des empires centraux, s'alliant à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. La guerre eut des conséquences dévastatrices. L'Empire combattit sur plusieurs fronts, subit d'énormes pertes et fut attaqué dans ses territoires du Moyen-Orient. Les révoltes arabes, soutenues par les Britanniques, affaiblirent encore davantage le contrôle ottoman. En 1915, lors de la campagne de Gallipoli, les troupes ottomanes défendirent avec succès les Dardanelles sous le commandement de commandants tels que Mustafa Kemal.
Néanmoins, l'évolution de la guerre resta défavorable. En 1918, l'Empire était au bord de l'effondrement et l'armistice de Mudros marqua sa sortie du conflit. L'occupation d'Istanbul et de certaines parties de l'Anatolie par les forces alliées, ainsi que les termes du traité de Sèvres de 1920 qui proposait le partage de l'Empire, suscitèrent une forte opposition nationaliste. Cette situation conduisit à la guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal, plus tard connu sous le nom d'Atatürk. Il organisa la résistance depuis Ankara, séparée du gouvernement ottoman d'Istanbul. Entre 1919 et 1922, les forces nationalistes combattirent les troupes grecques, arméniennes, françaises et britanniques dans diverses régions d'Anatolie. Les victoires les plus marquantes furent la défaite des forces grecques et la reprise de Smyrne. L'abolition du sultanat en novembre 1922 marqua la fin officielle du système impérial. Le sultan Mehmed VI abandonna Istanbul sous protection britannique, mettant fin au pouvoir politique ottoman. En 1923, le traité de Lausanne remplaça le traité de Sèvres, reconnaissant la souveraineté du nouvel État turc dans des frontières révisées. Le 29 octobre de la même année, la République de Turquie fut officiellement proclamée, avec Mustafa Kemal Atatürk comme premier président. La nouvelle République entreprit une série de réformes radicales qui transformèrent profondément les structures politiques, sociales, juridiques et culturelles. Un système juridique laïque fut instauré, l'alphabet latin fut adopté, les institutions religieuses furent fermées et les femmes obtinrent tous leurs droits politiques. Le califat, qui avait théoriquement survécu, fut aboli en 1924, mettant fin à la domination religieuse de la dynastie ottomane. Modernisation, nationalisme et laïcité devinrent les principes directeurs de la nouvelle République. Au cours de ce processus, d'importants changements démographiques se sont produits, comme l'échange de population avec la Grèce en 1923, qui a entraîné le déplacement forcé de musulmans de Grèce et de chrétiens orthodoxes de Turquie. L'État turc s'est concentré sur la centralisation du pouvoir, l'unification du système juridique et la promotion d'une identité nationale unique fondée sur la langue et la culture turque. Le gouvernement a mis en œuvre une politique de modernisation de l'État visant à aligner le pays sur les modèles occidentaux. Le système éducatif a été laïcisé et placé sous contrôle de l'État, remplaçant les institutions religieuses de la période ottomane. Un nouveau code civil d'inspiration suisse a été adopté, tandis que les codes pénal et commercial se sont inspirés de modèles européens. Les réformes culturelles comprenaient l'abolition du fait et la promotion de la tenue vestimentaire occidentale afin de redéfinir l'identité publique. Le nationalisme turc fut renforcé par des réformes linguistiques, des institutions étatiques et un programme scolaire unifié qui exaltait le nouveau discours national. La politique d'Atatürk fut mise en œuvre par un système de parti unique dominé par le Parti républicain du peuple. Malgré une certaine résistance, notamment dans les zones rurales, les réformes posèrent les bases de l'État turc moderne et marquèrent un tournant décisif dans son orientation politique et culturelle.